avons vu à travers les précédentes séquences un ensemble de sujets techniques et méthodologiques pour appréhender un projet d'éco-rénovation de façon globale. Une fois réunis, une fois le chantier bien préparé, il serait inutile si la qualité de la main-d'œuvre, la qualité de la mise en œuvre et la qualité des matériaux ne sont pas au rendez-vous. Pour cela, des notions de base sont à acquérir, des transmissions de savoir-faire sont nécessaires et sûrement un esprit d'entraide et non de défiance doit régner sur le chantier. On retrouve ici les fondamentaux de l'art constructif vernaculaire, de la redécouverte des gestes et des connaissances anciens qui ont traversé les siècles. Notez que ces principes sont les plus adaptés aux bâtiments anciens qui nous réunissent ici. Cette séquence vous permet peut-être une première rencontre, vous conforte quant à une sortie de nombre d'hésitations, mais vise à présenter à tous, professionnels et novices, une forme sereine de gérer ces travaux et une approche humaine chargée de nombreuses valeurs sociales et écologiques. Pour la formation d'aujourd'hui, on est sur un corps de ferme typique de la région. Ce qu'on cherche vraiment à retrouver ici, c'est utiliser des matériaux quasiment directement issus de la nature. Là, des fibres végétales, la terre brute, la terre argileuse donc, la chaux qui est un liant qui est respirant, qui est un produit peu transformé. Cette méthode de construction, déjà, elle reste locale parce que la terre, c'est en général issu de la fondation, donc c'est facilement récupérable. À condition que ce soit une terre qui corresponde et qui soit suffisamment argileuse pour qu'il y ait une bonne cohésion. Pour les artisans, c'est beaucoup plus plaisant aussi de travailler ces matériaux parce qu'on les assemble soi-même, ce n'est pas des produits finis, il faut qu'on réfléchisse un peu à ces matériaux, c'est beaucoup plus satisfaisant pour la connaissance et le savoir-faire. Et à l'usage aussi, il n'y a rien de toxique, c'est pas agressif. Et à l'usage aussi, pour les gens qui vivent ensuite dans les maisons, ce qui représentera quand même l'essentiel du temps du bâtiment, il faut que ce soit agréable, confortable. On va mettre en gros un seau d'eau, une dizaine de pelles de terre et un paquet au moins comme ça, mais là encore c'est un peu empirique, de paille. Le truc, c'est que si on ne met pas assez de paille, on a un mélange qui est très lourd, moins isolant aussi et pas assez fibré, mais qui s'applique bien, ça marche. Si on met beaucoup trop de paille, quand on l'applique, il y a trop de fibres et donc ça ne va pas adhérer au support, au treillis, quoi. Okay. Là encore, c'est vraiment, il faut le sentir. Pour maintenir le torchis, il y a aussi mille et une manières, mais la méthode alsacienne et germanique, c'est que dans chaque miroir, on a 3 bouts de bois en bois fendu, en bois dur souvent fendu, qui s'appellent les palançons, qui sont coincés dans des encoches, qui sont taillés grossièrement dans les côtés des colombages. Et sur ces palançons, on vient tresser du bois vert, tout frais, de n'importe quelle essence, tendre. Donc là, on a du bouleau, du noisetier, des fruitiers. Vraiment ce qu'ils avaient très localement. Ça, c'est du noisetier, 300 ans. Donc il est bio, il est bon. Le crayonnage, donc, il est mis en alternance d'un côté de l'autre comme un panier, parce que quand on tresse, ça exerce une sacrée traction. Si on les met tous du même côté, par exemple, il y aura trop une traction d'un côté, ça peut faire sauter un palançon. Donc il faut bien penser à alterner. Donc le principe est très simple, hein, voilà, on prend ça, on prend son mélange, et donc on applique ça. On peut prendre le poing, le creux de la main, les doigts pour enfoncer un peu, pour que ça traverse un petit peu, hein. À l'intérieur, on vient jusqu'à ras des bois, tandis qu'à l'extérieur, on va faire en sorte de laisser 1 cm en retrait du bois, puisque l'enduit à la chaux qui protégera le torchis viendra pile à fleur. C'est la méthode universelle et très importante, parce que si on fait le torchis à fleur et qu'on fait un enduit à la chaux, il sera saillant. Ça donne une prise pour les intempéries, le gel, et c'est pas durable. On voit ça partout et ça fait pourrir le bois, souvent parce que les enduits ne sont pas à la chaux aussi. Et l'eau est conservée là, au-dessus, c'est une catastrophe. Alors que traditionnellement, et en plus pour la lecture du mur après, c'est beaucoup plus joli quand tout est sur un plan, quoi. Il reste très agréable. Donc moi, tu vois, je mets un peu le doigt pour bien dégager l'arête et voir si j'ai bien mon centimètre de retrait, quoi. Je dis centimètre, c'est pas non plus au millimètre, hein, on a besoin d'un réglé pour mesurer ça, quoi.
Le mortier à la chaux, il permet de faire une couche qui protège vraiment bien tous les supports, que ce soit un mur en pierre, en grès, en briques de terre cuite, en torchis. Ça fait comme une peau, donc c'est un matériau qui empêche l'eau de pluie de rentrer dans le mur, mais ça permet quand même de laisser respirer le mur. Donc c'est vraiment comme la peau, c'est micro-perforé si on veut. Donc c'est vraiment un matériau parfaitement adapté dans beaucoup d'architectures, bien sûr dans le patrimoine ancien qui a toujours utilisé la chaux, mais aussi dans le bâti contemporain où on peut retranscrire ces techniques anciennes pour des bâtiments beaucoup plus design et beaucoup plus modernes. Les enduits à la chaux, sur un bâtiment comme une maison alsacienne, on remplit les miroirs donc au torchis et après on applique un enduit à la chaux qui est chaux sable. Si c'est un mur en moellon de grès, en pierre ou en brique ou autre, on fait ce qu'on appelle un gopti. Donc c'est une salissure en fait, qui sert d'accroche pour l'enduit. C'est quelque chose qui est un peu plus dosé. En général, on dose à un volume de chaux pour 2 volumes de sable. Et donc on étale ça grossièrement. Après, on laisse sécher une journée, on revient le lendemain et on fait un corps d'enduit. Le corps d'enduit, ça sert à redresser la surface pour avoir quelque chose de plan et de régulier en fait, pour que la couche de finition soit de même épaisseur partout, pour éviter qu'il y ait des différences de séchage dans l'enduit et que ça fasse des fissures, en fait, qu'il y ait du retrait à certains endroits. Le corps d'enduit donc, est dosé à 2,5 pour 1, où vous prenez 5 seaux de sable et puis 2 seaux de chaux, c'est plus facile. Le corps d'enduit qui est plus épais va nécessiter plusieurs jours de séchage. Vous pouvez passer une semaine de séchage et puis de façon à ce qu'il fasse son retrait et qu'il se mette correctement. Au cas où il fissure, que ça ne se crée pas quand la couche de finition est passée, quoi. Le corps d'enduit doit être très rugueux en fait, pour accueillir la couche de finition. Et la couche de finition donc, est dosée à 3 doses de sable pour une dose de chaux. Il faut absolument respecter ce type de mélange et partir du plus dosé au moins dosé quand on va vers l'extérieur pour favoriser l'évaporation de l'eau et la migration de l'humidité. La couche de finition, on peut également rajouter des teintes dedans, des pigments naturels ou des ocres, des oxydes pour un aspect esthétique. La dernière couche est soit talochée, donc brute de taloche, soit on peut l'éponger après pour avoir une uniformité et puis ça fait un petit peu un autre style. On peut aussi la serrer à la truelle pour que ce soit vraiment lisse. Selon la saison à laquelle on l'applique, déjà c'est pas toute l'année. En général, quand on travaille la terre, c'est du milieu du printemps au début de l'automne. Donc ça fait quand même 7-8 mois maxi, sauf si on travaille en intérieur et que c'est chauffé. Mais c'est vraiment à prendre en compte pour les artisans ou les architectes qui veulent mettre ces genres de produits en œuvre. Sinon, il faut arriver à jongler sur différents tableaux, faire des chantiers en extérieur plutôt à la belle saison et tabler sur les enduits intérieurs ou les travaux d'intérieur à la saison froide, bien sûr. Ce genre de savoir-faire, les produits ne sont pas chers globalement et c'est plutôt le coût de la main-d'œuvre qui est plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi des procédés semi-industriels. Si par exemple, on souhaite isoler sa maison avec du chaux-chanvre, c'est un mélange assez isolant, soit on le met dans des coffrages, on remplit, et donc c'est beaucoup de main-d'œuvre, de manutention. Soit c'est vrai qu'on pourrait, il existe aussi des briques de chaux-chanvre qu'on peut mettre en place. C'est un procédé sec, donc ça ne rentre pas non plus trop d'eau dans la maison. Ça peut se faire une saison un peu plus froide aussi, et ça va un petit peu plus vite bien sûr. Après, c'est toujours le lien entre le coût, le temps passé, il faut pouvoir... mais il existe toute une palette de possibilités entre le entièrement fait à la main, coulé du terre-paille, du chaux-chanvre, et des produits totalement industriels qu'il y a juste à mettre en œuvre. Il faut trouver le juste milieu. Après, un chantier, c'est aussi un moment de partage. On peut très bien... on travaille avec des produits de base
qui ne sont finalement pas si compliqués que ça à mettre en œuvre, avec un professionnel qui peut suivre le chantier et qui peut enseigner les gestes, les bons gestes. On peut faire venir des amis, la famille, et puis faire un chantier participatif. Et c'est aussi très plaisant, quoi. Et en tant que professionnel, c'est vrai que c'est un très bon moment de partage avec les clients et avec leurs amis que de faire des chantiers participatifs comme ça. C'est très gratifiant, quoi. Il y a vraiment un énorme besoin de retrouver les savoir-faire sur le bâti ancien. Et on fait tout ce qu'on peut pour transmettre les connaissances. Donc soit on peut bien sûr accompagner les clients sur leur chantier, leur transmettre les connaissances sur les points dont ils ont besoin. Mais il existe aussi de nombreux stages qu'on fait. Donc il y a des artisans qui font des stages pour des tout petits groupes. Il existe des stages aussi au sein de Maisons Paysannes de France, par exemple. Les stages Rempart aussi, c'est une association qui travaille sur le patrimoine. Il y a toujours des formations scolaires de type bac pro, notamment à Strasbourg, lycée professionnel Le Corbusier. Il y a également le Gabion, qui est une assoce dans le sud-est de la France, qui travaille sur des chantiers réels également, formation diplômante. Donc il y a là encore un gros panel de possibilités si on a envie de se perfectionner ou juste avoir une initiation, ou si un jeune a envie de se lancer, on est très en demande de jeunes motivés bien sûr pour travailler sur le bâti ancien, quoi. Par rapport à ces sujets, on peut se poser la question quelles orientations, quelles formations on peut suivre. On peut citer par exemple la formation qualifiante ou certifiante d'éco-rénovation du bâti ancien qui est organisée par les parcs naturels vosgiens du Nord et des Ballons des Vosges et l'INSA. On peut parler du principe de coaching, d'accompagnement par des artisans chevronnés et dans certains cadres de stage du Parc des Vosges du Nord. Les 5 ou 6 journées professionnelles ou d'approfondissement organisées également par le Parc naturel régional des Vosges du Nord ou des Ballons des Vosges. Et d'autres stages, des associations, donc on peut citer Maisons Paysannes de France, l'association de sauvegarde Maisons Alsaciennes également. L'ensemble de ces stages ou de cette offre est reconduite tous les ans dorénavant. On peut réellement avancer que ces modes constructifs, valables pour les constructions neuves et la réhabilitation du bâtiment ancien, étaient, sont et seront les plus écologiques qui existent. Ils protègent l'environnement, les bâtisseurs et les utilisateurs. Ils présentent la réponse adaptée à l'impératif de transition sociétale et sont quasi exempts d'empreintes environnementales et climatiques. Si vous êtes sensible à ces aspects, privilégiez-les absolument.